Dans ce podcast, vous allez découvrir le parcours incroyable de Victoria Peña Acuna. Diplômée en Belgique, elle a exercé au Kenya, au Burundi, aux Émirats Arabes Unis et vit désormais en Norvège. Elle nous raconte comment elle a su faire sa place en tant que diététicienne libérale dans chaque pays visité, ses difficultés pour faire reconnaître son diplôme, mais aussi la richesse de tous ses apprentissages et de ses rencontres. Plus qu'un partage d'expériences, ce podcast vous invite à sortir des sentiers battus et à oser faire de nouvelles choses, tout en restant unis et soudés entre diététiciens et diététiciennes. Nous sommes tous et toutes différents et nous avons au fond de nous des capacités qui ne demandent qu'à être exploitées. Allez, générique ? Bienvenue sur le podcast Entre deux passions. Je suis Élise Bricot. Et moi, Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité, d'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations? Nous aborderons dans ce podcast des thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti! Bonjour à tous, bonjour Élise et bonjour Victoria. Bonjour. Bonjour les filles. Donc aujourd'hui, on accueille Victoria. Victoria, donc tu es diététicienne aussi, tu es belge. Tu as travaillé donc depuis que tu es diplômée, donc depuis 2009, partout dans le monde, mais sauf en Belgique. Donc tu as travaillé en Ouganda, au Burundi, au Kenya, aux Émirats Arabes. Et là maintenant, tu es en Norvège, où tu développes en ligne des consultations, des webinaires, enfin tout un projet de fou que tu développes de là-bas. Alors quand tu nous as raconté ton parcours, il y a quelque chose qui nous a frappé, c'est que tu t'es rendu compte que dans tous les pays que tu as visités, la formation de diététicien était complètement différente d'un pays à l'autre. Alors que, voilà, nous, on pensait que c'était plus ou moins pareil, mais en fait, tu t'es rendu compte que pas du tout. Et alors, le gros souci, c'est que pour pouvoir bosser dans chacun de ces pays-là, tu as dû essayer de faire reconnaître ton diplôme. Et tu as un peu galéré apparemment par rapport à ça. Donc, je pense que ça va pouvoir être chouette, en tout cas, que tu nous expliques tout ça. Donc, tu es diplômée, en fait, de l'Institut Paul Lambin. Donc, voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on était en classe ensemble. C'est comme ça qu'on se connaît, voilà. Comment est-ce que tu pourrais qualifier ici ta formation, la formation que tu as reçue ici à Bruxelles, comment est-ce que tu pourrais la qualifier par rapport à celle que tu as vue dans les autres pays? Excellente. Excellente mondialement. Non, mais la formation, elle est excellente, il n'y a aucun doute. On a des compétences qui sont excellentes. On est super bien formés. On a des formations qui sont super complètes. Enfin, il y a beaucoup de matières, d'ailleurs, certaines matières que moi j'avais, que beaucoup d'autres diététiciennes n'avaient pas. Ça donne vraiment des compétences. Et même si on n'est pas occupé à les utiliser tous les jours, c'est des compétences qu'on a à vie. Il suffit de retourner dedans et alors on les connaît. C'est comme quand on apprend à aller à vélo et après pendant des années on va plus à vélo, on n'oublie jamais. Peut-être on sera moins bien, on sera moins doué, on sera moins confortable, mais on peut toujours. Est-ce que, Victoria, tu peux nous dire quelles sont déjà les différences entre la France et la Belgique? Parce que je crois que nous, en France, c'est 2 ans. Vous, je crois que c'est 3 ans. Quelles sont les différences au niveau de la formation? Oui, nous, c'est un bachelier en sciences. Donc, c'est 3 ans. Et dans ces 3 ans, on doit aussi compléter 600 heures de stage. D'accord. Et on doit faire un mémoire. On doit rédiger un mémoire qu'on doit présenter devant un jury. Ok. Nous, c'est vrai qu'en France, on essaie de faire bouger les choses et qu'il y ait une 3e année qui s'ajoute, parce que je pense que c'est important quand même de compléter la formation initiale, même si je pense que la formation aussi de diététicienne est complète et qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai qu'une 3e année, on aimerait bien nous aussi avoir cette 3e année. Je pense que ça serait... ça doit être chaud en 2 ans. Déjà, en 3 ans, j'ai trouvé que c'était choc à bloc. Mais ce que je dois vous dire, c'est que en Amérique, c'est aussi un bachelier, mais il y a plein de masters différents. Ils offrent vraiment des masters super intéressants pour les diététiciennes. Et à partir de 2024, toutes les diététiciennes devront avoir un master. Si elles n'ont pas de master, elles pourront plus être agréées. D'accord. Et ici en Norvège, il n'y a même pas le choix. C'est un master pour devenir diététicienne. Okay. Donc là, moi, j'ai toujours pas la validation s'ils vont me donner ma licence ou pas.
Mais une des conditions, en fait, c'est d'avoir le master. Après, en fonction de la formation qu'on a eue, qui est excellente en Belgique, avec toutes les compétences qu'on a et toutes les matières qu'on a eues, c'est possible éventuellement d'avoir une équivalence, mais ça, je suis pas encore sûre. Donc, alors justement, est-ce que tu peux nous dire, suivant les pays où tu es allé déjà, comment à chaque fois tu as dû faire valoir ton diplôme? Parce que finalement, je crois que tu as commencé au Burundi, il me semble, et que du coup, comment tu as fait? Est-ce que tu es arrivée avec ton diplôme de diététicienne et il a fallu que tu passes un autre examen? Comment ça s'est passé? Oui, non, mais c'était pas facile. Alors, au Burundi, rien du tout. Je suis pas restée très longtemps, donc j'ai vraiment fait un petit peu de consultation en privé. Il n'y a pas eu de demande, quoi que ce soit. C'est un pays qui est très petit, il y a pas. Ouais. Alors, en Ouganda, j'étais comme consultante, donc j'avais pas besoin non plus d'avoir ma licence. J'étais là moins de 3 mois. Enfin, j'ai fait un petit peu moins de 3 mois, donc voilà. Au Kenya, oui, j'ai dû m'associer au Kenya Nutrition and Dietitian Institute, le KNDI, et alors là, ils me demandaient mes diplômes, et là, vraiment, j'ai dû juste les faire certifier par un avocat. Donc, il fallait qu'ils aient la reconnaissance que c'était des diplômes légaux, en fait. Ça, c'était ce qu'ils demandaient. Aux Émirats Arabes Unis, ça m'a pris 18 mois à obtenir ma licence. Alors là, si j'étais pas déterminée, je ne l'aurais pas obtenue. 18 mois parce que, en fait, ils demandent tout par rapport à la formation qu'on a eue, tous les documents, j'ai dû tout traduire en arabe. Donc, le diplôme, le supplément en diplôme, toutes les notes, enfin tous les relevés des notes et aussi l'explication à la description de chaque cours qu'on a eu. Voilà, et puis après eux aussi ils demandaient toutes les justifications par rapport à mon parcours professionnel. Il fallait que j'envoie mes contrats, mes heures de travail, mes heures cliniques, etc. Donc ça c'était vachement compliqué. Et ensuite à la fin du processus, j'ai dû passer un examen que j'ai réussi à passer. Wouhou. Ouais, bravo. Et cet examen, il m'a permis d'obtenir ma licence en fait, et c'est ce qui m'a aussi vraiment ouvert la porte. Et j'ai eu mon job de rêve. Je ne le savais pas, mais en partie grâce à ça, parce que c'est un examen que personne réussit à la première, et donc il est très bien. C'est très bien vu d'avoir réussi cet examen. C'est aussi via cet examen-là que tu as pu aussi prouver la qualité de la formation ici que tu as reçue à Bruxelles. Mais complètement, parce qu'en fait, cet examen, d'abord, je dois dire, tout le monde ne passe pas cet examen, parce que si j'étais une diététicienne américaine, canadienne, anglaise, australienne ou nouvelle-zélandaise, ils auraient reconnu mon diplôme directement. Je parle aux Émirats, enfin, à Abu Dhabi en tout cas. Mais puisque j'étais belge, ils connaissent pas nécessairement les diététiciens belges, donc c'est pour ça que j'ai dû passer par le processus de A à Z. Et l'examen, en fait, c'est un examen qui est établi en Amérique, et ils ont pris le système américain et ils l'ont mis à Abu Dhabi. Et donc c'est un examen hyper complet, un examen il y avait des questions cliniques, il y avait des questions de physio, il y avait des questions de microbio, il y avait de tout. Et moi, vraiment, j'ai pas pu étudier pour cet examen parce que de un, je savais pas du tout qu'est-ce qu'il fallait que j'étudie. Il y a personne qui savait me répondre. Et deuxièmement, j'avais un nouveau bébé, il avait 1 mois. Donc vraiment, je n'avais pas le temps d'étudier. Et donc voilà. Mais grâce à la formation que j'ai reçue en Belgique et tout ce que je savais encore, et puis aussi ce que j'avais utilisé les années qui ont suivi ma formation, qui était encore frais dans ma tête. J'ai réussi. Après, j'ai aucune idée quel était le pourcentage, mais en tout cas, je l'ai réussi et voilà. Ils m'ont juste dit que j'ai réussi et c'était le verre de champagne. Alors, avant ça, tu as eu une expérience au Kenya, c'est ça? Et alors là, ça a été vraiment une super expérience où tu as pu te faire une patientèle
hyper fidèle et te faire un réseau. Et du coup, est-ce que tu viens nous parler un peu de cette expérience-là? Oui, volontiers. Mais l'expérience au Kenya, j'étais jeune diplômée, donc j'avais vraiment pas confiance en moi. Je savais pas trop comment ça allait se passer. Donc, ce qui a dû se faire, c'est que j'ai dû créer vraiment un bon réseau de docteurs avec qui travailler. Donc, déjà, je travaillais dans une clinique de jour, mais ça a pris des années avec certains docteurs de créer la confiance, de créer des liens qui comprennent vraiment le travail d'une diététicienne et comment on pouvait travailler ensemble. Et donc, j'ai aussi fait différents boulots à travers ma compagnie. J'ai pas que fait des consultations, mais j'ai aussi travaillé avec un restaurant, un des meilleurs restaurants de Nairobi, dans lequel j'ai installé tout le système d'hygiène de base et un système HACCP aussi. Et j'ai aussi travaillé avec une compagnie de médias où j'ai écrit les scripts d'éducation pour un programme d'éducation pour des enfants âgés de 10 à 12 ans. J'ai fait plein de choses différentes. Ça, c'est génial parce qu'en tant que diététicienne, on a une formation qui est très polyvalente. Et après, au fil des années, j'ai pris confiance en moi avec les résultats que j'avais avec les consultations. Mais c'est clair que j'ai dû m'imposer. J'ai dû m'imposer pour me faire une place, surtout au niveau médical. Je dirais que c'est ça le plus difficile, ça a été de collaborer finalement avec les médecins, le personnel soignant. Oui, mais en fait, à la fin, ça a été ce qu'on appelle en anglais le word of mouth, mais c'est le bouche à oreille. Et vraiment, c'était les résultats. Le succès, ça a été les résultats des patients ou clients qui eux-mêmes ont parlé à leur docteur parce qu'ils allaient mieux, parce que le cholestérol diminuait, parce qu'ils devaient plus prendre les médicaments, par exemple, pour les diabètes de type 2, etc. Et en fait, c'est à travers les bons résultats que les docteurs ont vraiment compris quel était le travail d'un diététicien et qu'ils ont commencé à référer de plus en plus parce qu'ils ont vu que, effectivement, leurs patients allaient beaucoup mieux, quoi. Oui, tu es devenu un petit peu là-bas la référence au niveau de la diététique, si je comprends bien. J'ai l'impression que le métier de diététicien avant toi était un peu mis aux oubliettes. Et puis, Victoria est arrivée à Nairobi et t'as révolutionné le monde de la diététique et t'as remis en confiance les médecins avec notre métier. Complètement, en tout cas, ouais. Complètement. Avant ça, ils savaient pas ils savaient pas la différence entre une diététicienne, une nutritionniste, une nutrithérapie. Pour eux, c'était tout pareil. Il n'y avait pas de différence. Et les médecins qui s'intéressaient un peu plus à la nutrition, ils donnaient eux-mêmes leurs conseils. Donc, vraiment, j'ai eu un jour un docteur qui m'a dit « Mais je ne comprends pas pourquoi les gens sont en surpoids. Moi, je mange tous les jours 3 repas et j'ai jamais eu de problème dans ma vie. » Et je dis à mes patients de faire la même chose que moi, mais ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne pas. Tiens. Si c'était si facile, pourquoi est-ce qu'on existerait? Oui, après cette super expérience au Kenya, alors tu nous disais un peu avant, tu as décroché le job de tes rêves avec l'entrée dans cette clinique à Abu Dhabi. Du coup, ça, c'était une toute autre expérience parce que là, c'était dans une clinique où il y avait déjà des diététiciennes et même des diététiciennes très, très bien formées aux États-Unis, c'est ça, au Canada? Oui, il y avait, il y a toujours une équipe de diététiciens, mais excellents. Donc, des diététiciennes de soins intensifs, diététiciennes pour les spécialiser en AVC. Bref, elles ont toutes vraiment leur niche qui sont là, mais elles sont aussi capables de prendre en main le reste quand on doit se remplacer l'une et l'autre en fonction des vacances ou des maladies. Mais vraiment, oui, il y avait des diététiciennes australiennes, nouvelle-zélandaises, anglaises, irlandaises, canadiennes,
Mais le directeur, il était grec. Il avait fait ses études en Grèce et ensuite il avait fait son master et son PhD en Angleterre. Voilà, on était vraiment une panoplie de diététiciens. Et oui, et donc c'était un setting clinique dans lequel j'avais jamais travaillé. Donc un très grand hôpital, hein, Cleveland Clinic Ohio, qui ouvre Cleveland Clinic Abu Dhabi. Une réputation mondiale aussi, donc beaucoup de responsabilités pour maintenir une qualité de soins qui doit être excellentissime. C'était aussi une découverte de travailler dans le système américain parce qu'ils sont très très carriéristes. Donc c'est vraiment génial d'un côté parce qu'ils nous poussent vraiment à nous développer. Enfin, si j'aurais voulu faire un master, ils m'auraient soutenu pour ça. Éventuellement même des participations financières, mais ils poussent vraiment à la carrière, au développement, à assister à des présentations, faire des présentations dans des congrès internationaux. D'ailleurs, j'en avais fait une sur les biomarqueurs, la longévité. C'était assez intéressant. Voilà, c'était vraiment, et encore une fois, j'ai commencé, j'avais vraiment pas confiance en moi. Je me suis dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec toutes ces incroyables diététiciennes? Mais voilà, encore une fois, j'avais des compétences, uniques à travers mon parcours, mais aussi par rapport à ma formation en Belgique. Je me rappelle, il y a une des diététiciennes qui allait faire une présentation en nutrition du sport et elle y connaissait vraiment rien parce qu'en fait, eux en Angleterre, ils ont pas du tout de cours sur la nutrition sportive, alors que nous en Belgique, on en a un excellent avec Monsieur Peters. Et pareil en pédiatrie, ils n'ont pas de formation en pédiatrie, c'est vraiment une spécialisation. Mais moi, ça m'a permis de travailler avec des enfants, avec des bébés quand j'étais au Kenya, grâce aux connaissances que j'avais et ma formation en Belgique. Est-ce que tu as eu d'autres difficultés tant dans ton job au Kenya que dans ton job à Abu Dhabi? Parce que voilà, tu débarques quand même dans un pays que tu connais pas, dans une langue que tu connais pas, avec des termes que tu as dû apprendre quand même aussi au niveau diététique. Tu expliquais l'autre jour que voilà, tous ces termes-là, tu les as appris en Bruxelles, donc en français, et puis tu arrives dans un pays où voilà, le vocabulaire est complètement autre. Comment ça s'est passé Mais au Kenya, j'ai passé des heures innombrables à prendre le jargon médical, en fait, à lire des livres de nutrition, de diététique, vraiment de médecine aussi, pour vraiment comprendre et avoir ce vocabulaire bien ancré dans ma tête. Créer des outils aussi, j'ai dû créer tous mes outils en anglais, hein, parce que j'avais quand même eu l'expérience avec mon mémoire, heureusement, et je suis très reconnaissante. En privé, en fait, en tant qu'un diététicienne, avec une diététicienne indépendante. Donc, j'avais appris, puisque pour ça, on n'était pas du tout formé, j'avais appris comment faire une consultation, comment elle faisait une enquête alimentaire, comment elle les calculait, en vrai, comment elle faisait les consultations avec ses patients. Donc, j'avais vraiment tout ça, et tout ça, j'ai dû tout le faire en anglais, aller dans les supermarchés, regarder aussi les différents aliments, faire mes propres listes, découvrir aussi la culture, comment les gens aussi s'alimentaient, parce que voilà, j'ai donc aucune idée comment on mange c'est un très bon point. Nairobi, c'est une ville qui est hyper internationale. Il y a une communauté indienne très très grande, hein. Il y a les Punjabis, les Gujaratis, il y a une communauté, il y a les Africains aussi, puis il y a les expats européens, puis il y a aussi les gens qui sont là depuis des générations et des générations. Donc, j'ai dû apprendre, plus le côté british, les roasts et les machins et ce qu'ils sont habitués à manger. Puis, il y avait les Africains aussi, les Kenyans, je vais dire, pas les Africains, ça c'est un continent, mais les Kenyans, leur nourriture traditionnelle, comment c'était, comment ça se passait, aussi par rapport à, combien ils vont dépenser dans leur nourriture. Et puis après, il y avait tous les Indiens. Parce qu'alors, une fois que tu as un succès dans la communauté, alors ils viennent tous. C'est formidable. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été dans les cuisines. Je me rappelle, j'ai eu une patiente. Elle avait eu un cancer et
bon, moi, je l'ai vue en rémission. Et elle était Gujarati et je savais pas, je connaissais pas très bien la cuisine Gujarati. Et en fait, c'est différent que les Punjabi qui est très riche et les Gujarati, c'est beaucoup plus light et puis ils utilisent différemment leurs épices, etc. Donc, j'ai été chez elle, elle m'a invitée une fois et on a cuisiné, je sais pas moi, 20 plats ensemble. Et donc, j'ai bien compris comment ils faisaient et puis comment moi, je pouvais adapter mes conseils nutritionnels, ou enfin, en tout cas, mes recommandations sur les plans alimentaires par rapport à comment eux, ils mangent, en fait. Et puis, les noms qu'ils donnent à différentes choses, parce que les chapatis et les puris et les machins, il y en a qui sont frits, il y en a qui sont rôtis, il y en a qui sont très grands, il y en a qui sont moins grands. Donc, oui, j'ai dû faire tout un travail par rapport à ça. Alors, heureusement, je pense qu'en tant que diététicienne, on doit aimer manger et on doit aimer cuisiner, en tout cas, un petit peu en tant qu'indépendante, parce que on est confronté à devoir s'adapter à notre clientèle ou notre patientèle à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça me rappelle quelque chose que je tiens à dire. C'est un chirurgien avec qui je travaillais à Cleveland Clinic, à Abu Dhabi, un excellent chirurgien qui, en fait, lui, il était spécialisé en Whipples. Il faisait les opérations Whipples, donc avec tout ce qui est bilio-pancréatique, etc. Et à Abu Dhabi, il est venu et donc moi, je travaillais très proche avec lui parce que je suis devenue spécialisée en chirurgie bariatrique. Et c'était un chirurgien bariatrique, mais ce qu'il a dit, c'était que son mentor lui avait dit quand on travaille dans la santé, on répond à la demande du public. Donc, on va pas nécessairement faire ce qu'on est passionné, ça peut être un petit peu différent, mais on répond vraiment et si on comprend ça, alors on a tout gagné. Maintenant, est-ce que tu vois, ici en Belgique, ça commence à arriver, en France aussi, il y a de plus en plus de diététiciennes qui se spécialisent, tu vois, dans un domaine bien précis. Et je pense aux troubles du comportement alimentaire j'aime bien en France, il y a une diététicienne qui est spécialisée dans le food maps. Donc, vraiment de chercher le domaine dans lequel vraiment on est le meilleur, le plus excellent et dans lequel on prend le plus plaisir. Est-ce que dans les autres pays, ça se fait aussi? Oui, déjà, moi, je pense que c'est hyper important de trouver sa niche et de se spécialiser dans ce qu'on aime vraiment. Et je pense que c'est hyper important et ça va aussi nous permettre de pas nous sentir en compétition les unes avec les autres, mais plutôt travailler ensemble. C'est ça qu'on doit faire. On doit être unis en tant que diététicienne. Donc, moi, ce que j'ai appris, au début, je faisais un petit peu de tout, etc. Mais après, en fait, avec le fil des années, par exemple, quand j'étais à Cleveland Clinic, ils m'ont employée parce que ma spécialité, vraiment, c'était outpatient dietitian. Donc, c'était, vous dites diététicienne indépendante, mais vraiment, j'avais travaillé toujours en consultation de jour. J'avais pas travaillé en hôpital interne à faire de l'alimentation entérale, parentérale, etc. Donc, ils avaient besoin de ça. Et dans ça, après, il y a eu mes spécificités, le fait que je parlais plusieurs langues. En tout cas, j'ai 3 langues que j'écris et que je parle couramment. Donc, ils avaient besoin d'une diététicienne qui soit executive health dietitian, donc qui s'occupe vraiment que des VIP, des grands CEO de compagnie, etc., qui viennent faire des check-ups en 24 ou 48 heures. Et donc, ils passaient par toutes les différentes spécialités en fonction des complications ou des maladies qu'ils ont. Et voilà, mais se spécialiser, c'est hyper important. Aux États-Unis, les diététiciennes, elles sont hyper spécialisées. Une diététicienne va être seulement diététicienne de ICU, de soins intensifs. Et en soins intensifs, elle va avoir sa niche aussi. Et à Cleveland Clinic à Abu Dhabi, c'est vraiment ce qu'il y avait aussi. Donc, il y avait les diététiciennes de soins intensifs. Il y avait les diététiciennes, je pense c'est en neuro, tout ce qui est AVC, etc. Et donc, c'est tout, aussi les changements de texture et sur un claque de doigts, elles calculaient les alimentations entérales pour leurs patients. Moi, ça m'aurait pris 1 heure faire ce qu'elles faisaient en 5 minutes.
Et puis, bon, ben voilà, moi, je suis devenue, j'étais un outpatient, j'étais vraiment celle qui était la responsable, si on veut dire, enfin, pour être outpatient, et celle qui aimait ça, et c'était ma niche, avec Executive Health. Et je suis devenue bariatrique parce qu'en fait, j'ai remplacé, elle partait en congé maternité, la diététicienne qui était responsable en bariatrique. Comme j'adore la perte de poids et c'est là où j'ai eu le plus grand succès, j'étais à la base en fait contre la chirurgie bariatrique et j'ai appris à aimer parce que j'ai appris à voir aussi les côtés positifs si c'est fait correctement. Hein, donc on a fait tout un système setup quoi. Et les patients ils devaient faire 6 mois avec la diététicienne avant de pouvoir passer par le conseil. Donc on se réunissait avec les chirurgiens, avec la psychiatre, avec l'endocrino, avec la diététicienne qui était en charge, donc ça c'était moi à l'époque, et on discutait de chaque cas. Est-ce que la personne était éligible pour faire l'opération, oui ou non? Et c'était vraiment bien fait. Et donc oui, super important de trouver sa niche, de se spécialiser. En plus, on devient encore meilleur et on peut vraiment aider la personne. Ouais, et tu disais, je crois que c'est surtout en Norvège finalement, le dernier pays où tu es là actuellement, où la difficulté qu'il y a aussi, c'est de se faire connaître en tant que diététicienne, enfin de faire connaître mieux notre profession. Ça, je pense que c'est un problème peut-être international. Alors peut-être pas aux États-Unis, puisque tu as l'air de dire qu'elles ont quand même elles sont peut-être plus reconnues parce que peut-être plus spécialisées et un niveau d'études plus important. Mais je sais que nous, en France, on a du mal à faire reconnaître notre métier, à la fois dans le domaine médical, mais à la fois aussi la population, quoi. Finalement, on a du mal à expliquer ce qu'est notre métier et à quoi on sert, quoi. Donc, tu disais qu'en Norvège, c'était assez compliqué pour faire valoir ton diplôme et ton métier de diététicienne. En général, en Norvège, c'est compliqué de faire valoir son diplôme. C'est ce que j'entends de tout le monde. Donc, vraiment, si je fais valoir mon diplôme, je serai la première que je connais autour de moi qui l'a fait valoir. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en Norvège, ils travaillent très différemment. D'après ce que j'ai vu, ils travaillent très différemment que nous. Enfin, le métier de diététicien, il n'est pas très... Allez, je vais pas dire il est pas reconnu, mais il est par exemple à l'hôpital de ma ville. C'est un hôpital, bon, je sais pas combien de lits ils ont, mais c'est un hôpital assez conséquent. Et il y a une diététicienne pour tout l'hôpital. Enfin, la pauvre, je l'ai rencontrée et en fait, elle m'expliquait que voilà, que pour faire des budget cuts, donc pour dépenser moins d'argent au niveau de l'hôpital même, ils employaient pas de diététicien, alors que, enfin, moi, je trouve qu'on est tellement essentiel, qu'on travaille sur la prévention, on diminue le temps d'hospitalisation des patients, et puis combien de personnes sont complètement perdues après avoir été opérées ou après là où nous on intervient aussi. Donc moi j'ai eu un des directeurs de l'hôpital qui est un ami, il est directeur du département de radiologie, il a eu des pierres au rein et il a été opéré et puis il est ressorti de l'hôpital et en fait ils l'ont donné aucun conseil. Donc il est venu vers moi, il a dit écoute, est-ce qu'il y a des choses que je dois faire, que je dois éviter? Donc je lui ai bien dit et effectivement on a même dépisté pourquoi il avait fait sa crise. Ouais. Et toi, à travers tes expériences, qu'est-ce que, à ton avis, comment on pourrait faire mieux reconnaître finalement notre métier, que ce soit en Belgique, que ce soit en France qu'est-ce qui, selon toi, pourrait aider à valoriser comme ça notre profession? Oui, alors tout à fait. De un, il faut être unis. Il faut qu'on soit unis en tant que diététicien. Enfin, il n'y a pas photo. Moi, je dois vous dire, l'American Dietetic Association, je pense que c'est la plus puissante au monde. Je sais pas combien de milliers de membres ils ont. Il y a des formations et des certifications, mais excellentissimes dedans. Moi, je fais partie. Ils ont des gens qui travaillent à temps plein dedans. Ils sont hyper puissants. Ils travaillent au niveau régional, au niveau national. Hein? Donc, s'ils ont cet impact, c'est complètement différent que, en tout cas, moi, ce que je sais qu'on a en Belgique. Je sais pas ce que vous avez en France, mais c'est une union, enfin, c'est une association
qui a du pouvoir. D'accord? Donc, déjà, ça fait la différence. Ensuite, deuxièmement, je pense que c'est le problème auquel on discutait l'autre jour, mais c'est la publicité. On est confronté à des nutritionnistes, cliniques, enfin, tous les titres qui veulent se donner nutrithérapie, enfin, tout le reste, qu'est-ce qu'il y a, coach de la nutrition. Mais eux, ils ont le droit de faire la publicité, alors ils font plein de publicité, et nous, on est où là-dedans? Si nous, on fait pas de la publicité pour nous, si on fait pas la promotion de notre métier, mais les gens, ils savent pas qui on est, c'est aussi notre faute. Donc, il y a tout le, vous parliez du social selling, là, et du social, mais il y a tout ça auquel on est confronté maintenant. Si les gens ne savent pas c'est quoi un diététicien, ils savent pas c'est quoi la différence avec les autres, nous, on est un peu nulle part. Les gens, ils vont aller vers ce qui est attirant, vers ce qui est parlant. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y a 40 000 super publicités et marketing incroyables que font le reste des professions, si on peut parler. Enfin, ils ont peut-être pas des titres qui sont protégés par la loi comme nous, mais en tout cas, ils sont présents. Ils sont présents et ils sont présents pour le public. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment ces deux choses-là, c'est qu'on doit être unis, dans nos associations, on doit vraiment se faire connaître, mais au niveau national, au niveau régional, il faut qu'on travaille, voilà, avec les ministères de la santé, il faut qu'on fasse la promotion de notre profession, il faut qu'on sache aussi qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la publicité. Et il faut qu'on se fasse connaître. Et puis, il faut qu'on se réfère les uns les autres en fonction de notre niche spécifique. Mais vraiment travailler comme une équipe, pas les uns contre les autres, même si on est beaucoup à la fois à un endroit. Mais il y a certainement des choses qui me passionnent pas dans la diététique et qui te passionnent à toi, Élise, ou qui te passionnent à toi, Marion. Ouais, la diététique, comme tu disais tout à l'heure, est tellement vaste. Enfin, on sait tellement se spécialiser et se former dans tellement de domaines complètement différents que pour moi, ça paraît évident. Enfin, au plus les années passent, au plus j'avance dans ma réflexion, dans mon travail, au plus ça me semble évident de devoir travailler dans un domaine bien précis dans lequel on est performant, on se sent à l'aise moi, j'ai des domaines où je me sens super bien, des domaines où je me sens pas bien du tout. Et je réfère chez quelqu'un d'autre par rapport à ça. Et pour moi, c'est déjà un soulagement de me dire, je fais bien mon travail, je prends bien en charge mes patients, ceux que je sais que chez qui ça cartonne, et chez qui je suis pas à l'aise, je réfère et je sais que chez ce diététicien-là ou cette diététicienne-là, ça va matcher, ça va fonctionner. Et j'adore cette façon de faire et cette façon de voir les choses. Et comme on est de plus en plus nombreux, je pense qu'en France, il y a des régions, et nous ici en Belgique aussi, où il y a beaucoup de diététiciens, parce que c'est un métier qui a de plus en plus de succès, et tant mieux. Mais si chacun veut se faire sa place et chacun veut se faire sa patientèle ou sa clientèle, on n'a pas encore décidé sur les termes, mais il faut se spécialiser, il faut vraiment chercher les patients qu'on adore. Tout à fait. Et je pense et puis les possibilités sont illimitées, mais illimitées. Enfin, il faut oser trouver vraiment, pas se limiter. Moi, je trouvais que quand j'ai fini mes études, je voyais assez comme ça et je m'étais pas posé la question. Enfin, j'étais un peu passionnée je me rappelle maintenant quand j'ai fini en neuronutrition, j'adorais cuisiner. J'adorais la psychologie, mais je me limitais vraiment à ce qui était offert à moi, en Belgique, alors que je pense qu'il faut pas avoir peur de regarder qu'est-ce que les autres pays offrent, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en fonction de ce qui nous passionne. Par exemple, là, la British Dietetic Association, mais ils font des choses incroyables avec tout ce qui est l'alimentation soutenable ou l'alimentation durable. Enfin, je sais pas très bien quels sont les termes appropriés en français, mais ils ont commencé un mouvement, c'est One Blue Dot. Ils offrent déjà plein d'outils. C'est super génial, mais il faut aller voir, il faut oser se dire, en quoi est-ce que je voudrais me spécialiser, qu'est-ce qui me passionne, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour le restant de mes jours et comment je peux vraiment aider les gens avec ce qui me parle.
Donc, oui, tu parlais tout à l'heure même du trouble du comportement alimentaire, mais encore plus même les personnes qui ont qui ont malheureusement peut-être souffert de ça, mais qui ont fait des études de diététique, mais elles, plus que personne, elles peuvent comprendre quelles sont les difficultés que les personnes passent à travers, et elles peuvent encore plus aider. Donc, en anglais, on dit c'est being resourceful. C'est vraiment trouver les ressources qu'on a, les atouts qu'on a, les compétences qu'on a et qu'on a à vie et les faire ressortir. Et puis, les canaliser, faire des... Enfin, je veux dire, je pense qu'aucune de nous a arrêté de faire des formations depuis qu'on a étudié. Mais j'en ai pas fait en diététique. J'ai pas fait un master en diététique, par exemple, puisque c'était pas offert en Belgique. Mais j'ai regardé des possibilités dans d'autres pays. Après, encore une fois, on est confronté à... Il faut faire valider notre système de qualification comparé par exemple aux États-Unis. Mais rien n'est impossible, tout est possible. Le monde est un océan de possibilités. Mais il y a plein d'autres formations dans lesquelles on peut se lancer, que ça soit pas trop difficile. Par exemple, là, moi, je fais des certifications à travers l'American Dietetic Association. Et il y en a plein. Et alors, du coup, notre dernière question, c'était justement quel conseil tu donnerais, quel message tu donnerais aux diététiciennes qui nous écoutent. Alors peut-être que du coup, c'est ça. Est-ce que c'est oser se spécialiser et puis ne pas se limiter finalement? Est-ce que ce serait ça ton conseil? Mais oui, ne vous limitez pas, osez. Moi, ce que je dis, c'est vraiment prendre le temps. Pour ça, prenez le temps de vraiment regardez qu'est-ce qui vous passionne, c'est quoi que vous aimez, quelles sont les choses qui font bouger quelque chose en vous et qui vous donnent vraiment envie d'aider quelqu'un. Hein, parce qu'à la fin, en tant que diététicienne, on est là pour aider les autres. Ou non? C'est ça qu'on fait, n'est-ce pas? C'est ça. Donc, à la fin, c'est croyez en vous, ayez la foi en vous, ne vous limitez pas, allez rechercher s'il n'y a pas de formation dans le pays dans lequel vous êtes, regardez ce que le monde offre, il y a d'autres formations en français, regardez si on est en Belgique, regardez en France. Si vous parlez anglais, même si c'est un petit peu, mais n'ayez pas peur, une langue, ça s'apprend. Regardez en Angleterre, regardez aux États-Unis, regardez en Australie, mais il y a plein de formations et maintenant, le virtuel et le online, il est complètement présent. Vous pouvez même faire un master online. Il y a même des masters qui sont proposés online. Mais même pas un master, mais plein d'autres certifications et spécialisations. Donc, allez-y. Et puis, il faut trouver la niche dans la niche. Peut-être vous allez faire la nutrition du sport et puis ce qui vous parle à vous, c'est l'endurance et vous vous spécialisez en endurance, en Ironman, en ultramarathon. Peut-être vous allez faire la pédiatrie et puis ce qui vous parle à vous, c'est dans la pédiatrie, les allergies alimentaires et alors allez-y, spécialisez-vous dedans. C'est trouver la niche dans la niche de ce que vous aimez et pouvoir travailler tous ensemble. Parce que travailler tous ensemble, ça veut dire qu'on est unis et ça veut dire qu'on peut se référer les uns les autres. Donc, chacun est content et on donne la meilleure qualité possible de traitement à notre client ou à notre patient. Je dis les deux parce que je dis patient quand c'est référé et client quand c'est pas référé par un docteur. Mais vous l'appelez comme vous voulez. C'est une belle définition. Bon, merci en tout cas pour tous ces conseils et puis pour le partage de ton expérience. C'est vraiment intéressant. Tu as un parcours qui est inspirant et qui est diversifié et qui nous montre qu'on peut faire plein de choses en tant que diététicienne et qu'il faut qu'on ose imposer nos compétences aussi et ne pas se dévaloriser, ne pas se sous-estimer. Je pense que c'est vraiment aussi ce qu'on veut faire passer à travers nos podcasts. Donc, merci à toi. Mais merci à vous. C'est vraiment un honneur de faire partie de votre podcast. J'adore votre initiative. Donc, je vous remercie encore une fois. Et puis, oui, vraiment, ce que je voulais dire, c'est que facile, ça n'a pas été facile. Alors, si je disais que c'était facile, je mens. Mais quand on veut, on peut. Il faut se donner la possibilité. Il faut savoir qu'il y aura des challenges
mais se dire qu'il y a toujours des solutions. S'il y a un problème, c'est qu'il y a une solution. Donc, ça va pas nécessairement être une solution comme peut-être vous imaginez ou vous attendez, mais il y a toujours des possibilités. Donc, ne vous découragez pas. Et une autre chose, c'est que il faut être aussi très patient. Donc, j'avais raconté l'histoire d'une docteure avec qui je travaillais. J'adore cette histoire, mais qui a été un succès total et qui m'a valu certainement une grande partie de mon succès à moi en tant que diététicienne au Kenya. C'est un docteur avec qui je travaillais qui était sévèrement obèse. Et on mangeait tous les midis ensemble, mais moi je disais rien, j'observais bien sûr comme on fait, défaut de profession. Et puis un jour, elle me dit, écoute, j'ai des patients qui vraiment ils ont des bons résultats avec toi. Moi j'en ai marre, ce que je fais ça fonctionne pas. Donc allez, je te donne une chance. Donc moi j'étais catching, j'attends ça depuis plus de 2 ans. Allez, c'est parti. Donc, je lui ai fait sa consultation, je lui ai fait son plan alimentaire, et puis elle a perdu du poids très très doucement, petit à petit. Et je lui avais juste recommandé dans l'activité physique qu'elle marche. Et puis elle avait jamais fait de sport de sa vie, même la marche. Et elle m'avait dit ok, allez, 1 demi-heure par jour, 5 fois par semaine. Après quelques mois, elle m'invite à courir 15 kilomètres. 15 kilomètres. J'ai été invitée à courir 15 kilomètres avec elle. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Elle en avait marre de marcher. Alors, elle s'est dit, je vais commencer à courir quand il y a, dans les descentes. Et puis, un jour, elle s'est dit, je vais aussi monter les montées en courant. Et du coup, elle faisait son parcours de 3 kilomètres en courant. Puis, c'est passé à 5 kilomètres. Puis, les week-ends, elle a décidé de faire un peu plus parce que elle a trouvé le goût à la course et en perdant du poids, elle avait plus d'énergie et de force. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que pour ses 42 ans, elle a couru 42 kilomètres. Elle a fait un marathon entier. Wow. Voilà. Donc, tout ça pour dire que voilà. Et grâce à son succès, elle a cru en moi. Et grâce à ça, elle m'a référé plein de patients. Oui, et puis finalement, c'est un peu les valeurs qu'on veut pas, comme je disais, qu'on veut faire passer dans ce podcast. Et puis aussi, finalement, à travers nos 2 activités avec Élise, que ce soit diète en transition ou mon suivi diète, l'idée, c'est aussi d'amener à oser faire des changements, en fait, dans ces consultations, d'oser faire des ajustements, tester des nouvelles choses. Enfin, on est toutes les 2 partisanes de ça, de créer une certaine forme de modernité aussi dans les consultations de diététiciennes. Ça qu'on prône et tu l'illustres bien. Et du coup, Victoria, est-ce que tu as quelque chose à ajouter pour conclure? Oui, j'ai quelque chose à ajouter. Alors déjà, je vais vous donner une phrase qui est une inspiration de Michael Phelps. Donc pour ceux qui savent pas, c'est un nageur américain spécialiste des épreuves de papillon et qui a gagné énormément de médailles olympiques et de records mondiaux. Et il dit, il y aura des obstacles, il y aura des sceptiques qui croient pas en vous, donc il y aura des sceptiques, il y aura des erreurs, on fait des erreurs, mais avec la détermination et le travail dur, il n'y a pas de limite. Donc que ceci vous inspire et que vous sachiez que ce n'est pas facile, mais que vous pouvez le faire. Et une autre chose, c'est que moi, j'aurais vraiment adoré qu'il y ait cette formation que vous proposez de diète en transition, parce que quand j'ai fini mes études, j'étais perdue. J'aurais tellement aimé pouvoir faire cette formation, puisqu'on n'est pas du tout formé pour devenir diététicienne indépendante. Je savais, si j'avais pas eu mon expérience de mon mémoire et d'avoir travaillé pendant 12 semaines avec une diététicienne indépendante, je sais pas comment j'aurais fait pour faire une consultation avec un patient, pour faire mes plans alimentaires et vraiment quels conseils donner aux patients comme ça de la première consultation et comment faire les suivis. Et aussi, je pense que ça m'aurait vraiment déjà aidé à me donner confiance en moi et aussi je suis sûre que ça m'aurait aidé à trouver un petit peu ma niche et vers quoi me lancer et de vraiment ne pas me limiter à ce que je me suis limitée, en tout cas dans un début.
Encore une fois, je vous remercie pour votre initiative parce que, voilà, vous faites ce que je disais auparavant. Donc, il y a une demande. C'est que la demande, c'est qu'on a besoin d'avoir cette formation pour devenir des diététiciennes indépendantes quand on vient d'être formé. Ou pour si on veut changer, il y a des diététiciennes peut-être qui veulent avoir un peu plus de flexibilité dans leurs horaires, qui deviennent maman ou autres et qui ont envie de se lancer dans la carrière indépendante. Donc, c'est super. Merci Victoria pour ton retour. Ta citation est vraiment super intéressante pour les diététiciens en tout cas qui se lancent. Ou les diététiciens voilà, qui ont un peu des coups de mou dans leur pratique. Je pense que c'est vraiment une citation qui va pouvoir rebooster, redynamiser tout le monde. Et c'est un petit peu ça l'objectif aussi de ce podcast, de pouvoir donner des ondes positives et encourageantes et rassurantes. Donc, merci à toi en tout cas pour ton expérience, ton retour et ton optimisme. Je suis honorée. Merci à vous, vraiment. Et donc voilà, pour ceux qui souhaiteraient découvrir la formation Diète en transition, donc il y a une formation gratuite qui est disponible donc, sur le site internet, donc je vous invite vraiment à aller voir. Et alors il y a l'application de Marion, c'est Mon Suivi Diète. Donc là, je ne sais pas Victoria, ton avis par rapport à l'application de Marion? Mais super application, Marion. Est-ce que tu peux la faire en anglais, s'il te plaît? Ah ouais. J'ai besoin de ton application. Non, mais super application. Je l'ai regardée. Bon, après, ma clientèle est majoritairement anglophone pour le moment, mais possiblement aussi francophone. Mais je trouve un outil génial parce que on a besoin d'être proche du patient. En plus, ça permet de garder vraiment le secret médical. Et puis, ça nous permet vraiment, nous, d'avoir un suivi du patient qui est régulier. Et ça, c'est formidable. Ouais, merci. Mais on arrive en anglais bientôt. Puis en norvégien, puis en arabe. Et puis... non, en anglais, ça va. Français, anglais. Allez, on est parti. C'est bon. Ben, entre la formation et entre l'outil, non, mais c'est formidable. On a tout ce qu'il nous faut. Allez, les diététiciens, vous n'avez plus d'excuses. Hein. On passe en tant qu'indépendants, on se soutient les uns les autres et on fait de nos associations des forces. Ouais. Bon, mais merci pour ton enthousiasme et ton positivisme, ça fait du bien. Et du coup, merci aussi à tous ceux qui nous écoutent. On espère que ce partage d'expérience vous a plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à nous écrire aussi. On a de plus en plus de personnes qui nous envoient des mails avec des idées aussi pour les futurs podcasts et on adore ça, c'est super. Parce que le podcast aussi, c'est fait pour qu'on partage ensemble nos idées et qu'on avance aussi tous ensemble. Donc, merci pour ça. Voilà, à bientôt. Merci Victoria, merci Elise. Merci à vous. Merci Victoria, merci Marion. À la prochaine, entre deux patients.